qui est le haut représentant britannique au Caire en 1944. Il fera des offres ouvertes de collaboration avec les nazis. Et dans mon livre, vous trouverez quelques documents précis sur les tracts que le groupe Stern pouvait distribuer pendant que l'extermination était en cours en Europe. Donc ce courant sioniste, qui n'a pas joué de rôle fondamental en tant que courant, pas en tant qu'individu, va se retrouver en 1945 dans une situation éminemment favorable. Pourquoi? D'abord parce qu'ils avaient construit, bien avant la création de l'État d'Israël, un État, avec la complicité des Britanniques. La quasi-totalité des institutions qui vont exproprier le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 20, 30 ou 40 ans avant Auschwitz, 20, 30 ou 40 ans avant la création de l'État d'Israël. La banque coloniale juive, elle est fondée en 1898. C'est elle qui collecte les fonds pour se procurer la terre, c'est-à-dire l'acheter à des féodaux absents pour expulser les métayers présents. Le KKL, Keren Kayemet Israël, le Front National Juif, celui qui plante les arbres là où il y a eu des villages palestiniens, il est fondé en 1901. La Histadrout, le syndicat sioniste, est fondé en 1920. On pourrait se dire, syndicat, c'est du socialisme, ça. L'article numéro 1 de la Histadrout, c'est la défense du travail juif. Le premier acte de la Histadrout, dès 1920-1921, c'est boycotter les magasins arabes achetés juifs. C'est le projet d'une société séparée. Les kibbutz, que tout ce courant va créer, et là il faut lire Shlomo là-dessus, les kibbutz, c'était réservé au sol juif. Si un kibbutznik avait l'idée saugrenue de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient instantanément virés. C'était un instrument de conquête de la terre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les colonies de peuplement comme aujourd'hui en Cisjordanie. Donc pour acquérir la terre, il fallait une acquisition collective, et les kibbutz ont été essentiellement un instrument de conquête. C'est la Histadrout qui va fonder toute l'infrastructure du futur État israélien. La compagnie des Korok, la compagnie des eaux, la compagnie Tzim, la compagnie de navigation, la banque Leumi, la compagnie de Busseguet. Bref, les Britanniques avaient donné aux sionistes la gestion de l'enseignement, des postes de télécommunications. Ils avaient un État. C'était très facile en 1945. Ils avaient un État, ils avaient une armée. La Haganah est fondée en 1920. Elle va participer activement aux côtés des Britanniques à la répression de l'insurrection palestinienne de 1936. En face, les Palestiniens, ils avaient toutes leurs élites qui avaient été déportées. Ils ont été massivement trahis en 1948 par les États arabes voisins. La Jordanie avait un accord de partage de la Palestine avec les sionistes, et elle ne s'est battue que parce que les sionistes ont violé l'accord. Les Égyptiens, les Syriens, les Irakiens se battaient pour conquérir des territoires. Et pour vous donner une idée, l'Égypte occupera Gaza après 1948. Et à Gaza, quand on parle de cette période où il y a eu l'Égypte, on parle de l'occupation égyptienne, pour vous dire le très bon souvenir que les Égyptiens ont laissé à Gaza. Donc la Palestine, trahie, beaucoup plus faible, n'existe plus après 1948. Je reviens sur la question de l'antisémitisme. Les sionistes vont avoir cette arme énorme de dire la création d'État d'Israël, c'est une réparation du génocide nazi. Cette idée a quelque chose d'obscène. Et puis, quelque part, le fait que l'État d'Israël soit soutenu comme il est soutenu par l'Occident, c'est souvent dans la tête des gens, l'Occident se sent coupable vis-à-vis des Juifs, alors en réparation, il leur a donné un État. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Le consensus pour créer l'État d'Israël, c'était un consensus colonial. C'était, voilà un bon exemple de reconquête coloniale. Et le soutien à Israël aujourd'hui, c'est parce que c'est un État colonial et parce que c'est devenu le laboratoire de l'enfermement des populations jugées dangereuses et de la répression de masse. Est-ce que les Européens se sont sentis coupables de 15 siècles d'antisémitisme? Si ça avait été le cas, ils auraient dit aux Juifs, on a déconné, 6 millions de morts, maintenant vous avez l'égalité et tout. On ne leur a pas dit ça. On a continué à leur interdire, à ceux qui sortaient des camps ou ceux qui sortaient du Yidishland, on leur a interdit d'immigrer aux États-Unis, en Angleterre ou en France où les frontières étaient fermées, et on leur a dit, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. C'est-à-dire que la création de l'État d'Israël, c'est aussi l'Europe et l'Occident qui se débarrassent de sa responsabilité majeure
dans l'antisémitisme sur le dos des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec ça. Pour en terminer sur l'antisémitisme, quand on parle d'antisémitisme, on parle d'antiracisme. Il n'y a pas un pays plus raciste que l'État d'Israël. Toutes les élites ont multiplié les déclarations. Ayelet Shaked, ministre de la Justice, il faut mettre beaucoup de guillemets à justice, il faut tuer les femmes palestiniennes pour pas qu'elles ne mettent au monde des terroristes. Ehud Barak, les Palestiniens sont des crocodiles, plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent, bon, etc. Mais il n'y en a pas un qui échappe à ça. Le gros porc qui vient de démissionner, Lieberman, il était spécialiste de ces injures racistes. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'au-delà du racisme contre les Arabes et les musulmans et les Palestiniens, il y a un racisme interne extrêmement virulent à l'intérieur de la société juive israélienne, un racisme qui frappe les Mizrahim, les Juifs du monde arabe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 affaires que je ressors, même si elles sont connues. Il y a l'affaire des bébés marocains. Dans les années 50, les Juifs qui arrivaient du Maroc, on était allés chercher parce qu'ils n'ont jamais été persécutés au Maroc. On disait que leurs enfants avaient la teigne. Et sur ces enfants-là, dans les années 50, on a expérimenté des doses de rayons X à plusieurs milliers de fois la dose prescrite. Le rapport officiel de la Knesset, le Parlement israélien, parle de 6 000 morts. Il y en a eu probablement beaucoup plus. Et il y a encore aujourd'hui des survivants qui continuent à mourir de cancer qui sont nés de cette affaire-là. Dans les années 50, les femmes juives yéménites, alors les yéménites, c'était les Arabes juifs, qui avaient même dominé le Yémen au VIe siècle après Jésus-Christ, et ils avaient une légende que le Messie viendrait les chercher sur ses œufs. Donc les sionistes sont arrivés, ils ont vidé une communauté millénaire en quelques semaines. Et donc ces femmes juives yéménites, on leur disait à la maternité que leur bébé était mort, mais on ne montrait pas le corps. Et puis on a commencé à avoir des doutes, il a commencé à y avoir des enquêtes. On sait aujourd'hui que plusieurs milliers d'enfants juifs yéménites ont été enlevés et donnés à l'adoption à des riches familles ashkénazes ou juives américaines. On a même fait des expériences humaines dans les années 50, quelques années après la libération d'Auschwitz, sur des enfants juifs yéménites. Et maintenant, il y a des associations en Israël, une association qui s'appelle Amram et qui cherche la mémoire, et qui cherche qui sont nos parents, d'où sommes-nous, d'où venons-nous. Et en dernier ressort sur ce racisme interne de la société israélienne, je parlerai des falachas. On a stérilisé à l'insu de leur plein gré des femmes falachas, donc des femmes juives éthiopiennes, au dépôt qu'on verra, parce qu'évidemment, comme ce sont des sauvages, qu'en plus ils sont noirs, il n'est pas question qu'ils prolifèrent un petit peu trop. Donc, j'arrête sur l'antisémitisme, puis je me grouille pour ne pas dépasser mon temps. Je parle du mouvement de solidarité. Le mouvement de solidarité en France, il a un coup de retard. Il en est resté souvent à des notions, les 2 États, l'autorité palestinienne représentante du peuple palestinien, pas de remise en cause du sionisme, on ne parle pas de l'apartheid. On essaie en gros de faire Oslo. Je dis cette idée, elle est mauvaise, elle n'est pas opérante. Je crois qu'aujourd'hui, vous devez bien avoir dans la tête que 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. Un seul État qui aurait ma préférence dans l'état actuel de la société juive israélienne, ça paraît impossible. Le projet sioniste originel qui était un État juif homogène, ils l'ont eux-mêmes détruit avec une colonisation galopante qui fait qu'il y a maintenant 750 000 juifs israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte, la frontière internationalement reconnue. Donc on est clairement rentré, il faut que tout le monde ait ça dans la tête, dans l'apartheid, assumer la loi qui vient d'être votée en Israël, Israël État-nation du peuple juif, est une loi d'apartheid, mais qui officialise l'apartheid. Ils estiment qu'avec Trump au pouvoir, avec Netanyahou, Bennett et Lieberman, avec les Bolsonaro ou les Duterte ou les Orban, qui sont leurs petits copains et qui sont en train de naître partout, on peut s'affirmer l'état d'apartheid et s'imposer aujourd'hui. Donc, on est clairement aujourd'hui dans une lutte anti-apartheid sur un espace unique entre Méditerranée et Jourdain, où 50% de la population est juive israélienne et où 50% de la population est palestinienne, mais avec une Palestine fragmentée, avec différents sous-statuts de domination. On est dans cette situation-là, et la lutte qu'on doit mener, c'est clairement une lutte anti-apartheid. Alors une lutte anti-apartheid, quels sont les moyens?
Si on considère, et c'est bien ce que considère BDS France et le BDS palestinien, qu'on est dans une situation voisine ou ressemblant à ce qui s'est passé en Afrique du Sud ou dans le sud des États-Unis, la lutte contre l'apartheid, un des outils prioritaires, c'est le boycott. Le BDS est un mouvement non violent, est un mouvement qui n'en est qu'à ses débuts, il n'a que 13 ans d'existence. Dans BDS, il y a 3 lettres. Alors souvent, on se dit le B, c'est dur parce qu'on a été réprimé. Il y a la circulaire Alliot-Marie qui a fait 2 condamnations, dont une ici dans votre région, puisque c'était à Mulhouse. On a le bon espoir que d'ici moins d'1 an, la Cour européenne des droits de l'homme va nous donner raison et va dire que boycotter fait partie de la liberté d'expression. Mais indépendamment de ça, dans BDS, il y a DES. Le désinvestissement a remporté des succès colossaux, même au niveau de la France. Le fait que des grandes compagnies comme Orange ou Veolia aient perdu de l'argent et aient dû se désinvestir des territoires occupés, c'est quelque chose d'énorme. Le fait qu'aux États-Unis, dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons, de nombreuses universités votent des motions pour le boycott et rompent les relations avec Israël, c'est quelque chose de fondamental. Nous, le JFP, on est pour un boycott total. Bien sûr, un boycott politique, économique, commercial, mais aussi un boycott culturel et un boycott universitaire, parce que l'Afrique du Sud vendait son sport, Israël vend sa culture et ses universités. Alors, il n'y a pas une université israélienne qui ne collabore pas au complexe militaro-industriel. Et nous sommes pour le boycott sportif, à titre indicatif. Quand l'Argentine a décidé de ne pas faire son match amical en Israël la veille de la Coupe du Monde, 700 000 Israéliens avaient préacheté un billet pour ce match-là, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir. Nous ne pensons pas que le boycott abattra l'économie israélienne, mais nous pensons qu'il va détruire très rapidement l'image de ce pays qui apparaît de plus en plus comme l'image d'un État raciste, d'un État voyou, d'un État colonial, d'un État qui a un profond mépris pour la vie des autres, voir un petit peu ces snipers qui, depuis plusieurs mois, tirent comme à la foire sur des civils à Gaza. Donc le boycott, il a essentiellement cette arme-là, le fait de détruire l'image d'Israël, qui est l'un des pays les plus mondialisés au monde, puisque 15% de la population juive israélienne vit hors d'Israël. Est-ce qu'on peut terminer sur une note optimiste? Je vais essayer, même si la situation n'est pas brillante en ce moment. J'explique dans mon livre que 2 fois seulement dans son histoire, l'État d'Israël a été puni. Il a été puni début 1957 par un vote de circonstance du Conseil de sécurité, lui intimant de se retirer du Sinaï, ce qu'il ne voulait pas faire. Et ils ont été obligés en 15 jours de partir du Sinaï. Il a été puni en 1991 par George Bush père. L'URSS était en train de disparaître et les États-Unis voulaient remodeler le Proche-Orient, à leur façon bien sûr. Et Yitzhak Shamir, qui était au pouvoir, ne voulait aucune négociation. Il a été très facile aux États-Unis de faire tomber le gouvernement Shamir. Rabin est arrivé avec le processus d'Oslo, qui n'est évidemment pas ma tasse de thé, mais ce que j'explique, c'est que ça a été efficace. Donc la priorité des priorités, c'est que nous, en Europe, dans le monde occidental, nous soyons capables de construire un rapport de force obligeant nos gouvernements complices à changer de politique et à sanctionner cet État. On sait très bien que si Macron soutient Israël, c'est pas parce qu'il est mal informé, c'est parce qu'il est complice, parce que cet État, c'est son État, c'est celui dont il rêve. Donc c'est à nous d'être suffisamment forts pour imposer des sanctions, et je pense qu'on y arrive.